Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui agissent pour la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, 101 entrepreneurs, c'est le titre d'un livre à paraître en juin et d'une campagne de promotion de l'entrepreneuriat au féminin lancée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Il y a des progrès à faire, seuls 12% des chefs de PME et d'ETI sont des femmes, on en parle dans une minute. Dans notre débat, je vous présenterai FACE, la Fondation Agir contre l'exclusion et notamment son concours pour identifier et promouvoir des projets innovants dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrez Green Tuki et son tuk-tuk 100% électrique destiné au marché de la restauration ambulante. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, c'est l'ambition de mes invités. Marjolaine Ferraille, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale du réseau Les Premières. Et Stéphanie Edmond-Mariette, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, présidente de SEM Habitat Durable. Présentez-nous ce réseau pour commencer, Marjolaine Ferraille, fondé en 2003, Les Premières. De quoi s'agit-il ? Alors, Les Premières adressent un chiffre dont on entendra sans doute parler en ce début mars. En France, il n'y a que 12% des patrons de PME et d'ETI qui sont des femmes. Et donc, nous accompagnons les femmes qui ont un projet de création de TPE-PME, un projet de développement de TPE-PME ou de reprise, en incubation sur 25 territoires en France. Et nous accompagnons 1300 femmes entrepreneurs et équipes mixtes par an. Vous lancez une campagne pour promouvoir justement les femmes entrepreneurs. Alors, elle commence le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, mais ça va aboutir, ça va durer plusieurs mois jusqu'à la publication d'un livre, 101 entrepreneurs. Comment ça va se dérouler ? Déjà, on parlera du livre après, mais cette campagne, quelle idée derrière ? Alors, nous, on trouve déjà que le 8 mars, c'est beaucoup trop court pour parler d'entrepreneuriat des femmes. J'ai toujours trouvé... Enfin bref, on peut débattre de l'intérêt d'une journée. Il y a des pays dans le monde où c'est très important, mais bref. On a décidé de prendre 100 jours pour publier un portrait par jour d'une femme à la tête d'une ETI ou d'une TPE ou d'une PME, avec des femmes au profil très divers, parce que l'entrepreneuriat des femmes, il est très divers. Des secteurs différents, des âges différents, des origines régionales différentes. Et elles partagent dans ce livre à la fois leur parcours et aussi tous les moments où elles ont pivoté, où elles ont compris des choses, leurs échecs, comment elles ont rebondi, leurs meilleurs conseils. Donc c'est assez intime. C'est une manière de s'adresser à toutes les femmes qui ont envie d'être entrepreneurs, qui sont entrepreneurs, pour dire bon, on peut y arriver, c'est pas simple, il faut faire attention, il faut être accompagné, tout ça, mais c'est une belle idée, c'est une belle manière d'avoir un impact dans la société, puisqu'on est ici pour parler d'impact. Et oui, et puis c'est un peu ce que je comprends, un peu aussi une boîte à outils dans lesquelles des femmes qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer pourront puiser au gré des expériences des unes et des autres. Mais on va détailler tout ça, parce que je voudrais quand même vous présentiez, Stéphanie Edmond-Mariette. Vous faites partie des 101 entrepreneurs mis en avant dans ce livre. SEM Habitat Durable, présentez-nous votre entreprise. Alors, SEM Habitat Durable, c'est une agence immobilière à impact. Oui. Elle va aider les associations d'intérêt général, qu'on connaît tous, qui œuvrent pour loger, accompagner et sortir de accompagner vers l'autonomie des personnes en précarité, donc des jeunes, des femmes isolées, des personnes sans solution de logement. Et nous, on va aider ces associations à trouver les logements qui correspondent justement à l'accompagnement qu'elles proposent. Ouais. Et donc, on va s'entourer de propriétaires qui sont engagés dans la démarche, qui ont envie, en plus de rentabiliser leur investissement, de faire une bonne action. Et donc, nous, on les accompagne, on sécurise tout ça pour que tout se passe bien, que tout le monde soit content. Quelles sont ces associations partenaires qui vous accompagnent et que vous accompagnez ? Alors, les associations partenaires, elles vont être Aurore. Alors, c'est très peu connu, mais c'est une grosse association. Cité Caritas, qui anciennement était Secours catholique. On va trouver Groupe SOS, par exemple. On a une multitude d'associations, de grandes associations. On peut encore citer Emmaüs, Croix-Rouge. Voilà les associations qui sont demandeuses de logement aujourd'hui. En quoi, Marjolaine Ferraille, le parcours, l'histoire de Stéphanie sont peut-être emblématiques ou justement peuvent inspirer de futurs entrepreneurs ? En fait, quand on demande aux hommes et aux femmes pourquoi ils entreprennent, ils n'ont pas la même motivation.
C'est des chiffres et des stats de BPI de 2021. Les hommes, bon, je pense que vous pouvez deviner pourquoi. Leur première motivation pour entreprendre, c'est le revenu ou l'augmentation du capital. Et les femmes, la première motivation, c'est donner vie à une idée et donner du sens. Donc elles portent très souvent des projets à impact, les femmes entrepreneurs. Simplement, la question du revenu et du capital, elle est vitale, elle est majeure pour que les entreprises soient pérennes et pour que les femmes elles puissent donner de l'ambition à leurs projets. Il y a 67% des femmes entrepreneurs en France qui ne se payent pas le SMIC. Donc nous, ce qu'on travaille dans nos incubateurs, c'est comment un projet comme celui de Stéphanie, qui est formidable, via l'incubation, alors pour toi c'était en partenariat avec la fondation JP Morgan, via l'incubation, on travaille le modèle économique, le business plan, pour que ce soit pérenne, pour qu'elle puisse être correctement rémunérée. Et du coup, ça donne de la puissance et de l'ambition au projet. Alors justement, vous m'avez offert la transition, puisque j'allais vous demander en quoi le réseau, le service, les idées des premières vous avez servi. Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est super bien passé et je remercie vraiment Les Premières, qui fait partie de ces réseaux d'accompagnement qui aident justement à prendre confiance en soi. Moi, je viens pas du monde de l'entrepreneuriat. Je suis une femme. Je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de barrières en étant, du coup, pas du milieu. Et donc, Les Premières m'ont vraiment sécurisée. Moi, j'avais une idée. Je savais qu'elle allait marcher. Maintenant, je ne savais pas comment m'y prendre. Et Les Premières m'ont vraiment accompagnée vers la structuration d'un modèle économique, vers la prise de confiance en soi, vers la prise de hauteur, tout ce qu'un entrepreneur a besoin pour démarrer. Vous avez vraiment vu la différence avant-après, en quelque sorte, même quand il s'agissait d'aller... je ne sais pas, peut-être à un rendez-vous avec un financier, un banquier, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de biais. Il y a des sujets. Il y a de biais de genre, on va dire, à combattre. Donc vous avez vraiment vu la différence ? Oui, exactement. Et surtout, on a bénéficié d'un programme avec une experte au sein des Premières, qui nous a aidés aussi à prendre confiance et à visualiser le fait qu'on pouvait aussi, nous aussi, être des entrepreneuses à succès. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Je vous disais, la confiance en soi, c'est hyper important. C'est majeur. Et sur ce point-là, j'ai vu la différence. Et alors, ça dépend de soi et ça dépend du regard des autres. Celui-là, il faut aussi le faire évoluer. Je ne parlais pas des banques par hasard. Les banques prêtent moins aux femmes entrepreneurs. Alors les banques et l'ensemble des financiers en général, on a 2 fois moins de chances d'obtenir un financement quand on est une femme en France. Après, c'est pas agréable quand en face de vous, le banquier ou la banquière d'ailleurs vous demande qu'est-ce que votre conjoint il pense de votre projet. Si vous êtes puissante, si vous êtes préparée, si votre modèle économique il est ambitieux, il y a un peu moins de chances que ça arrive. Si ça arrive, vous savez répondre, voire vous savez quitter la pièce, parce qu'un partenaire financier, c'est d'abord un partenaire. Oui, donc s'il est totalement borné, il faut mieux quitter la pièce. Voilà. Disons les choses comme elles sont, c'est ça ? Mais bon, on a des très bons partenaires bancaires aux Premières. Et, voilà. Et on est ravis qu'aujourd'hui, Stéphanie, qui est dans le livre, elle puisse partager tout ça et son expérience. Et c'est un rôle modèle. En France, on a peu de rôle modèles féminins sur l'entrepreneuriat, et c'est souvent des femmes qui sont très puissantes, à la tête de start-up ou de grandes entreprises. Et l'idée, c'est de diffuser des modèles un peu intermédiaires qui parlent à tout le monde et qui permettent à toutes les femmes de se rendre compte qu'entreprendre avec de l'impact, c'est possible, et il faut le faire bien avec un beau modèle économique. Et je reviens justement à ce que vous faites avec votre entreprise SEM Habitat Durable, parce que je me suis posé la question des propriétaires engagés. Est-ce que vous en trouvez facilement ? Est-ce qu'il y a un profil type du propriétaire engagé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de profil type du propriétaire engagé, on reçoit tout le monde. Alors justement, ça fait partie aussi des différences que je vois au démarrage, quand je sollicitais les propriétaires. Justement, je rentrais dans ce mécanisme de me dévaloriser. Aujourd'hui, à la sortie des Premières, j'adresse des propriétaires et je suis sûre de mon modèle économique, on l'a bien travaillé ensemble, donc je leur propose quelque chose de solide, et ce qui fait que les propriétaires ressentent et sont plus sécurisés. Et donc acceptent. Oui, parce qu'il y a, j'imagine, un certain nombre de craintes ou d'idées reçues que vous devez combattre, lesquelles ? Tout à fait. La stigmatisation, c'est vraiment la plus grande difficulté que j'ai pu avoir. Alors, bien sûr, on se dit, OK, on loue à des associations, d'accord, mais le loyer va être bas, mon appartement va être saccagé, etc. Non, les associations, elles louent au prix du marché. Elles s'engagent à louer pour 3 ans
et voire plus. En moyenne, c'est plutôt 9 ans de location. Donc, pour un propriétaire, c'est royal. Et en plus, elles entretiennent le bien pour le compte du propriétaire. Donc, c'est royal. Et quand on présente ça à un propriétaire, il est ravi. Donc, on arrive de plus en plus à accueillir de nouveaux propriétaires. Il y en a même qui nous appellent pour nous confier leur appartement parce qu'ils savent qu'en plus de ces éléments sécuritaires, ils ont un impact significatif sur la vie des personnes qui sont logées. Comment on vous trouve, Stéphanie, pour les propriétaires qui ont envie de... Allez-y, faites la pub. Ok, alors comment on me trouve ? Il y a le site internet qui est www.semhabitatdurable.fr. Vous pouvez m'envoyer un mail à stéphanie@semhabitatdurable.fr aussi. N'hésitez pas si vous avez des appartements. Ouais. Je reprends le chiffre que vous avez donné vraiment en toute première intervention, 12% seulement de femmes chefs d'entreprise, de PME ou de ETI, d'entreprises de taille intermédiaire. Est-ce qu'il est quand même en progression, ce chiffre ? Est-ce que les lignes bougent quand même un peu dans notre pays ? Alors, il y a de plus en plus de femmes qui créent des entreprises. Le pourcentage de créateurs d'entreprises qui sont des femmes, ça évolue. Des femmes qui ont envie d'entreprendre aussi, ça évolue. Les femmes, elles créent beaucoup des micro-entreprises. Elles sont beaucoup auto-entrepreneurs. Donc, nous, on a vraiment envie de leur permettre d'exprimer leur ambition de manière plus importante. Vous savez, c'est un sujet d'égalité, l'égalité économique, mais c'est aussi un sujet économique. Et notre économie s'en portera beaucoup mieux. Voilà, absolument. C'est l'OCDE qui a calculé qu'on gagnerait 1,6 point de croissance si on avait une mixité entrepreneuriale en France. Ça se prend, je pense, 1,6 point de croissance. Surtout quand tu es obligé de faire des économies en milliards, en dizaines de milliards d'euros, parce que la croissance est faible. Donc évidemment, voilà une piste pour nos dirigeants à suivre et à mobiliser. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous présenter le réseau Les Premières et Sem Habitat Durable. On a noté votre adresse, on sait où vous contacter. Allez, on passe à notre débat avec la Fondation Agir contre l'exclusion. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté, c'est l'ambition de la Fondation Agir contre l'exclusion qui fête ses 30 ans. Vous en êtes le délégué général. Bonjour, Timothée Delacote, bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés, Olivia Barraud, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la directrice générale de l'association Moi et mes enfants. On va parler du 13e concours de la FAS S'engager pour les quartiers. Candidatures, je crois, qui sont encore ouvertes là, jusqu'à la mi-mars. Mais d'abord, il faut présenter cette fondation. C'est quoi la FAS ? Alors la fondation FAS, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1993, en effet nos 30 ans, qui est présidée aujourd'hui par Jean Castex, qui cumule ça avec sa casquette de PDG de la RATP, évidemment fonction bénévole pour lui. Et donc chez FAS, on est en fait un réseau d'entreprises engagées, d'acteurs publics aussi engagés sur les territoires et qui agissent pour l'inclusion au travers des publics les plus vulnérables. Donc c'est à la fois des actions d'insertion et d'emploi, des actions d'orientation et d'éducation, et puis d'accès aux droits et de médiation pour raccrocher les personnes dont les parcours ont été très heurtés à la sphère sociale et à la sphère de l'inclusion. Avec donc des milliers d'entreprises partenaires, comment elles interviennent ? C'est du mécénat de compétences ? C'est quoi le principe ? Tout à fait. Alors, il y a évidemment un soutien financier des entreprises, c'est important pour nous, mais ce n'est pas exclusif. Et il y a surtout, et c'est le plus important, la force humaine de l'engagement des entreprises. Et ça, en effet, c'est le mécénat de compétences. On a 6000 entreprises engagées à nos côtés dans nos 60 territoires d'intervention qui permettent de mobiliser près de 8000 salariés chaque année à nos côtés sur toutes nos actions, avec évidemment un accompagnement par nos propres salariés qui ont cette expertise sociale aussi, qui permet aussi une belle complémentarité pour nos publics. Et donc, il y a ce concours S'engager pour les quartiers que vous nous présenterez. Vous en avez été lauréate, vous nous direz ce que ça a changé pour vous, mais d'abord, il faut présenter votre association Moi et mes enfants. À qui vous vous adressez ? Eh bien, nous nous adressons aux familles monoparentales principalement, et donc encore plus près aux femmes chefs de famille monoparentales. Parce que essentiellement, je crois qu'il y a une famille sur 4 en France qui est monoparentale et une mère seule avec ses enfants dans 82% des cas. Donc Exactement. Quand on parle de famille monoparentale, ce sont souvent des femmes seules avec enfants. Vous leur proposez des tiers-lieux. C'est quoi un tiers-lieu ? On va peut-être le rappeler en quelques mots. Et puis ensuite, ça
représente quoi? Comme une deuxième maison, un autre lieu un peu rassurant? Exactement, vous avez trouvé les mots. C'est ça, c'est une deuxième maison. C'est un lieu de vie, un espace dans lequel chacun peut se sentir chez soi. C'est des lieux qui sont ouverts la journée, dans lesquels les parents peuvent venir avec ou sans leurs enfants. Mais souvent, l'idée, c'est de venir ensemble et de créer du lien, de la cohésion familiale. Et dans ces espaces, vous pouvez venir pour à la fois passer des moments de qualité, des moments de répit, des moments de convivialité, mais également, vous pouvez venir pour suivre des formations, participer à des ateliers, à des moments de bien-être, de détente, de relaxation, des moments d'empowerment également importants. Ouais. Pour les enfants aussi, il y a un espace adapté pour les enfants plus grands et un espace adapté pour les enfants tout petits, donc de 0 à 3 ans. Donc vraiment, c'est idéal pour la famille. On parle de tiers-lieux. Nous, l'espace du tiers-lieu, c'est un lieu dans lequel se passe plein de pratiques. Donc, à la fois du partage, à la fois de la convivialité, à la fois c'est la variété des expériences. La variété des expériences et des gens qui sont à l'intérieur et qui construisent et qui font eux-mêmes le lieu. Lorsque je dis que c'est un lieu pour les familles monoparentales, oui, mais c'est un lieu ouvert sur le quartier, c'est un lieu ouvert à tous. Donc chaque habitant du quartier peut venir proposer des choses et peut faire venir vivre cet espace. Alors il y a donc ce concours s'engager pour les quartiers, Timothée Delacote. À qui il s'adresse, qui peut candidater, de quoi il s'agit? Il y a 3 questions en une. Alors en 2 mots, peut-être le concours s'engager pour les quartiers qui vit sa 13e édition cette année. Qui s'adresse aux associations en quartier prioritaire de la politique de la ville et en zone de revitalisation rurale. Donc il y a vraiment un objectif pour nous de cibler les acteurs qui sont engagés dans des territoires dont on parle souvent en négatif, dont l'image notamment médiatique est quand même souvent dépréciative, et pourtant dans lesquels il y a une très grande vitalité associative, de solidarité, dans lesquels le tissu de solidarité est souvent très dense et très enthousiasmant, ce qu'on voit quand même assez rarement. Donc l'objectif pour nous, c'est non seulement de changer le regard sur ces quartiers-là, et puis aussi de pouvoir valoriser, faire émerger et faire grandir des initiatives comme celle d'Olivia qui sont proches du terrain. Parfois, c'est des toutes petites initiatives, parfois beaucoup plus grosses, mais qui méritent de grandir, dont on sent qu'il y a quelque chose à aller chercher et à faire grandir sur la base de besoins vécus, en fait. Qui peut s'inscrire, là, il y a jusqu'au 15 mars, qui peut candidater, et puis surtout, on gagne quoi? Alors, c'est universel comme concours. Toutes les associations peuvent candidater sous couvert de leur présence géographique dans ces quartiers-là. Évidemment, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, vous avez encore le temps jusqu'au 15 mars. J'invite toutes les associations intéressées à postuler sur la plateforme s'engager pour les quartiers.fondationface.org où vous avez toutes les informations. Et alors, ce qu'on gagne, c'est 2 choses importantes. D'abord, de l'argent, et ça c'est grâce aussi à nos partenaires à la fois privés et publics qu'on peut le faire. Donc c'est des chèques de 10 000 € qui permettent quand même un sérieux passage à l'échelle aussi pour un certain nombre de structures. C'est important, on sait surtout aujourd'hui où il y a des sujets de financement du secteur associatif, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, et Olivia pourra en dire 2 mots, un vrai accompagnement à la fois dans la mise en visibilité, se faire connaître, arriver aussi à se structurer, et l'accompagnement vers le changement d'échelle des initiatives qui ont fonctionné. C'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne chez FACE. On veut valoriser ce qui marche. Professionnalisation des associations dans cette démarche? Oui, alors je ne sais pas si le terme est très souhaitable, mais je dirais plutôt capitaliser sur ce qui fonctionne, arriver à le structurer et à le faire changer d'échelle. On parle plus d'essaimage chez nous, y compris sur les territoires où ça mérite d'être répliqué, et c'est ce que Olivia a aussi fait. Justement, votre retour d'expérience, vous étiez lauréate il y a 2 ans, je crois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Déjà, pour moi, ça a été vraiment une grande joie de participer à ce concours et de me challenger, parce que j'étais pas, déjà se lancer dans le fait de remplir le dossier, de se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis capable et tout ça. Donc déjà, ça a validé ça pour moi. J'étais tellement contente avec toute l'association lorsqu'on a vu déjà qu'on était présélectionné pour l'oral, et donc ça nous permet aussi donc de travailler avec des bénévoles du coup qui viennent à notre rencontre pour nous aider à structurer notre pitch, nous aider à valider, vérifier vraiment quels sont les axes les plus importants de notre projet. Donc ça nous aide vraiment dans la construction globale, et ça c'est énorme. Ça nous aide aussi dans le fait de promouvoir notre action, de la rendre plus
visible. Donc, ça vous a permis d'ouvrir un autre tiers-lieu? Il y en avait un premier, c'est ça? Alors, il y en a un premier dans le 13e et on vient d'ouvrir le deuxième dans le 15e arrondissement. Et ça, c'est une démarche... Toujours à Paris. Oui, à Paris. Et c'est une démarche, ça me fait penser à une autre émission, mais en tout cas d'immobilier solidaire, justement, puisque c'est avec notre partenaire Novaxia qui nous héberge justement en tant que bailleur dans cet espace du 15e arrondissement. Ouais. Ce concours Timothée Delacote, il y a une demi-douzaine de prix, je crois. Il y a des thématiques. Tout à fait. Alors, il y a 6 prix cette année. Alors, historiquement, plutôt 5. Et cette année, on a un nouveau prix dont je vais parler là, qui est un prix Sport inclusif et fierté, qui permet de valoriser les initiatives associatives à destination des personnes les plus exclues, notamment en situation de handicap et notamment LGBTQIA+, dont on sait que les situations de discrimination, notamment dans le milieu du sport, sont encore beaucoup trop présentes. Donc, voilà, on est très fiers de pouvoir porter ce prix-là en lien avec la Fondation Fier, justement, qui œuvre sur ces sujets-là. On a un prix dédié à l'enfance sur l'accompagnement des enfants à la lutte contre les fake news et les médias, qui est porté avec nos partenaires aussi, un prix sur le bien vieillir, un prix sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, un prix sur l'insertion professionnelle et un prix sur la transformation écologique et solidaire. Il y a à chaque fois un partenaire, une entreprise qui permet de donner les 10 000 euros en question aux lauréats, ce coup de pouce là pour passer à l'échelle. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous entendre quand même, Timothée Delacote, sur le fait que vous deveniez un acteur de référence sur la transition écologique solidaire. Quel sera votre rôle? Racontez-moi. C'est très important pour nous de pouvoir faire le lien entre responsabilité sociale et responsabilité environnementale des entreprises. On a la conviction chez FAS que ces deux sujets ont été trop longtemps séparés, et au contraire, on a la conviction qu'en fait, ces actions-là s'adressent au même public. C'est les mêmes publics qui sont en situation de vulnérabilité sociale et de vulnérabilité environnementale, qui font face de la façon la plus difficile aux effets du réchauffement climatique. Et donc, nous, on souhaite, et on a commencé à se positionner comme acteurs centraux de ces sujets-là, non seulement parce que c'est des publics que nous connaissons, qui viennent assez facilement vers nous, mais aussi parce que, par l'engagement des entreprises, on a cette capacité à avoir des actions qui relèvent de la RSE des entreprises, qui fassent le lien entre le social et l'environnemental. Je prends 2 exemples sur lesquels nous, on va travailler plus particulièrement. La lutte contre la précarité énergétique, qui est un sujet très important pour nous. À travers on a un gros projet, notamment, qui permet de faire du porte-à-porte et de l'accompagnement des ménages très concrets sur le terrain, dans leur logement, sur à la fois la sobriété énergétique, la façon dont je me chauffe chez moi et dont je peux peut-être aussi économiser, changer de pratique et pouvoir mieux vivre chez moi. Et donc ça, c'est le premier volet qui est très important pour nous, surtout vu l'actualité. Et on a un deuxième volet beaucoup plus projectif, je dirais, qui est la façon dont on peut faire de la transition écologique une chance pour toutes et tous dans les questions d'insertion et d'emploi, pour se dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être ingénieur pour construire ou démanteler des centrales nucléaires, pour être acteur de la transition écologique, et qu'elle peut s'adresser à tous, et même au-delà de ça, qu'elle peut être vectrice aussi d'opportunités. Et tous les métiers sont concernés, y compris quand on n'a pas forcément les bonnes qualifications. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Un dernier mot, Olivia Barraud, parce que vous l'avez dit, mais je voudrais bien savoir que le mécénat de compétences dont on parlait, il y a quoi, un homme ou une femme d'une entreprise qui est venu, qui vous a aidé, qui vous a accompagné? C'était une sorte de mentorat? Comment vous l'avez vécu? Exactement, un mentorat. Je crois qu'on a eu 1 ou 2 séances, et même par téléphone, et même le jour même de l'oral, la personne en question était là pour continuer à booster, à coacher, à encourager. Et donc oui, c'est vraiment des personnes qui mettent leurs compétences, leurs talents à notre service pour faire avancer les choses ensemble, et qui font ça avec beaucoup de générosité et de bienveillance. Donc merci. Merci à vous, merci à tous les deux, et à bientôt sur Bismart. On rappelle l'adresse pour s'inscrire au concours. S'engager pour les quartiers.fondationfas.org jusqu'au 15 mars. Allez, c'est l'heure de notre rubrique Start-up tout de suite. Smart Ideas avec Éric Lamarins, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Greentucky, vous l'avez créé... Alors racontez-moi d'où ça vient, c'est quoi Greentucky et d'où vient l'idée? À l'origine, c'est un peu le fruit du hasard. C'est lors d'un voyage en Asie, on a découvert un tuk-tuk électrique, mais le tuk-tuk pour transporter des personnes, en fait. Le tuk-tuk transport de passagers. Et j'ai été curieux, je suis allé voir l'usine, et dans l'usine, j'ai vu un modèle utilitaire donc, qui ne servait à rien, qui n'arrivait pas à développer. Et j'ai imaginé quelque chose d'intéressant. Alors, ça a pris du temps parce qu'on est parti dans la recherche et le développement pendant plus de 3 ans avec des ingénieurs.
pour arriver à une technologie unique et protégée d'ailleurs, c'est qu'il est autonome en énergie pour fonctionner et pour travailler. Ça signifie que ce petit food truck, marchand de glace, il est électrique pour rouler, mais sans aucun branchement pour fonctionner. On peut donc le mettre... Il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit, c'est ça? Vous avez raison, il y a des panneaux solaires sur le toit, mais qui n'apportent que 10% des besoins d'énergie. Donc le reste, c'est vraiment une technologie de pointe, d'où le brevet et la protection. On a comprimé des éléments, des composants, parce qu'il a fallu miniaturiser les choses pour que ça puisse rentrer là-dedans et être efficace. D'accord, donc plusieurs années de recherche et développement. Alors là, on l'a en version miniature. Il fait quelle taille? Il ressemble à quoi, votre tuk-tuk? Ça reste néanmoins petit, ça fait 1,50 m de large par 3,70 m de long seulement. Ça, c'est un point important parce que ça permet de le mettre partout, même sur un trottoir. À l'intérieur des bâtiments. On fait énormément d'événements dans des maisons de retraite ou dans un centre commercial, dans l'allée. Donc la taille est un point important de ce concept. À quel marché vous vous adressez avec ce tuk-tuk électrique? En fait, ce tuk-tuk food truck, marchand de glace, c'est un peu le marchand de glace des temps modernes. Il a pour vocation à travailler sur deux axes. Partenaire de mairie et apporter un service sur le domaine public, donc en collaboration avec des mairies. Et les mairies sont très intéressées par ce concept parce que ça permet d'animer, de dynamiser des espaces qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, du fait qu'il n'y a plus de contraintes techniques. Oui, puis il y a de la modularité, c'est-à-dire on peut faire évoluer l'événement qu'on veut mettre en avant avec le tuk-tuk. Tout à fait. Il y a plusieurs produits. Donc il y a une vraie collaboration avec les mairies et les collectivités pour animer des espaces. Les sites naturels et les sites protégés, ça aussi c'est quelque chose que l'on n'avait pas imaginé au départ, mais avec ces caractéristiques d'être petit, joli, électrique et sans aucun branchement pour travailler, on peut emporter un service sur les sites naturels et les sites protégés. Vous avez un partenariat avec l'ONF, je crois. Alors, vous faites quoi avec l'ONF? Alors, avec l'Office national des forêts, sur le bassin d'Arcachon, on a un Green Tuki qui fait food truck sur la plage. D'accord. Et donc, parce que vous cochez les bonnes cases pour être dans un espace protégé. C'est exactement ça. Oui. Et parallèlement à ça, il y a la grosse partie événementielle en fait sur les événements privés. Donc, on peut être dans un centre commercial, mais également des mariages, des kermesses d'école et tous les comités d'entreprise. Énormément de comités d'entreprise. Alors, vous en avez eu l'idée en Asie. Est-ce que vous réussissez à le produire, à le fabriquer en Europe ou en France? Alors, c'est une bonne transition. Aujourd'hui, le véhicule, il est européen. D'accord. Mais il est vide. Quand je l'achète, il est vide. Et tout le reste est fait sur le bassin d'Arcachon. C'est une conception 100% made in bassin d'Arcachon. Donc quand vous dites tout le reste, c'est quoi par exemple? C'est-à-dire l'intégration des composants le rendant autonome en énergie. Donc toutes les machines que l'on a également modifiées pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur. Donc tout est fait sur la teste de bûche, bassin d'Arcachon. Oui, ce qui est une belle région. Le modèle économique de Green Tuki, c'est quoi? C'est un modèle de franchise, c'est ça? Vous cherchez des franchisés? Tout à fait. Vu le succès, on a eu l'idée de développer une franchise et ça permettra à énormément de gens en France et en Europe, puisqu'on ouvre la franchise en Europe cette année. Tout démarre en 2024 en fait. Ça va permettre à des gens d'avoir leur propre entreprise et de développer ça dans leur ville. Il y a un potentiel énorme parce qu'il y a plusieurs centaines de villes en France qui peuvent accueillir un Green Tuki. Quels usages? Vous nous avez dit, bon là on voit c'est un vendeur de glace, donc c'est vraiment sur tout ce qui est restauration ambulante, ça c'est votre cœur de marché? Effectivement, on est vraiment orienté sur la restauration rapide, commerce ambulant, sur des produits plaisir d'après-midi, donc c'est l'esprit food truck avec des produits essentiellement naturels et bio. Ça, c'est aussi un élément important. Mais ça, ça fait partie de la franchise, ça fait partie de l'engagement de celui qui... Dans notre cahier des charges, on a des fournisseurs sélectionnés et des produits sélectionnés. Les glaces à l'italienne sont bio. Enfin, on est vraiment dans une... Il y a un concept green, mais également associé à des produits de qualité. Merci beaucoup, Éric Lamarin. C'est à bientôt sur Bismart. C'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la production programmation, Alice Pitavi, la réalisatrice, et Alexis Oustabatilis pour le son. Salut.